Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, coprésident du G500 Citoyens, l'ONG citoyenne, 500 associations, 500 000 sympathisants, et plus on fait l'émission, plus il y en a. Ça qui est bien. Ce soir, comme chaque semaine, des sujets qui vous concernent tous et qui vous mobilisent dans votre quotidien. Bonsoir Stéphane, bonsoir Aurélie, merci d'être avec nous. Et au sommaire de cette émission, réenchanter notre relation au patrimoine, le beau défi de l'association Linière. Depuis 7 ans, l'association permet de réaliser des activités très variées avec le concours de 350 bénévoles sur 4 piliers que sont la nature, le patrimoine, la culture, le social. Une belle initiative à suivre. La moitié des 18-24 ans n'ont plus confiance en la police selon une étude du CEVIPOF. Depuis 4 ans, l'Agora des citoyens, de la police et de la justice s'est donné pour objectif d'ouvrir le dialogue, d'écoute et d'échange entre jeunes des quartiers difficiles, citoyens, magistrats, policiers et personnel de justice. Et 20% des élèves ne maîtrisent pas les fondamentaux à la sortie de l'école primaire. Face au désintérêt grandissant des jeunes pour la lecture, et ce dans tous les milieux, Julie Chavrin sera avec nous, qui a créé un livre hybride en déstructurant les codes classiques du livre pour y intégrer les codes actuels de la génération Z. Et là, je réserve tout de suite ma place. La France est le 2e producteur mondial de vin et la première destination touristique mondiale. C'était pour le tourisme, Cécile. L'idée géniale qu'ont eu des vignerons... L'idée géniale qu'ont eu des vignerons attachés à leur terroir, c'est de créer la filière de l'énotourisme. Comment les vignerons rivalisent d'imagination pour sensibiliser les citoyens à leur savoir-faire et à leur attachement au respect de l'environnement. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est démocratiser la culture en réenchantant le patrimoine, notamment en zone rurale, une initiative qui a besoin d'aide, Stéphane Pellet. Et nous sommes là pour ça. Bonjour. Julien Ossini. Donc, il y a 7 ans, vous avez, en tant que metteur en scène, décidé de monter une association, l'association Linière, et d'ouvrir la culture à tous, notamment en zone rurale. À chaque saison culturelle, vous montez des opéras. C'est un moyen de lien finalement entre tous vos bénévoles, ils sont au nombre je crois de 350, et d'en faire aussi un outil d'inclusion. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Tous ceux qui souhaitent participer à l'élaboration de vos événements festifs peuvent le faire. Vous avez quasiment porte ouverte dans votre beau domaine, et vous dites vous-même, c'est votre formule, que la réussite du projet appartient à tous. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter cette belle aventure qui, je crois, se passe aussi dans un très beau lieu? Oui, alors voilà, on peut le faire en chantant, hein, comme c'est de l'opéra. Oui, alors moi malheureusement je suis pas chanteur, je suis violoniste, mais en fait voilà, moi je suis metteur en scène, j'ai travaillé pour pas mal de maisons d'opéra, et puis en fait je suis un gars de la campagne, et j'ai souffert quand même du fait qu'en France on avait un pays de culture en grande ville et à Paris, et puis dès qu'on sort dans les provinces c'est fini, et puis alors à la campagne c'est carrément normal que les bouseux n'aient pas accès à la musique classique. Dixit certaines DRAC ou certains élus à la culture de département, et donc grâce à la direction régionale des affaires culturelles. Ça démarre bien. Et donc en fait on rachète avec mon épouse, on achète une vieille ruine dans le fin fond de la Mayenne, un château qui tombait en ruine. On n'est pas châtelain. David, non, oui, voilà. On n'avait pas du tout l'intention de. On rachète cette ruine en se disant, en fait, ici, on peut créer un centre de création culturelle, d'une culture dite un peu élitiste, en fait, surtout exigeante, c'est se dire qu'on peut ramener l'opéra, le théâtre classique, la mythologie et ces choses-là dans un territoire rural. Julien, pardon, vous aviez fait une espèce de sondage avant, pas du tout? Pas du tout, c'est juste mes tripes. Voilà, c'était vraiment un coup de poker, on le sentait au fond de nous, et j'ai dit tiens, c'est l'occasion dans la vie, il faut essayer. Ça marche pas, ça veut dire que ça devait pas se faire, et sinon on verra bien si ça prend ou pas. Et tout de suite on s'est dit tiens, on peut faire de l'opéra, et moi je crois que l'opéra c'est génial parce que c'est l'art du trop. C'est trop grand, il faut trop de monde, ça coûte trop cher, c'est impossible à faire. Du coup c'est un excellent moyen de fédérer plein de gens, et puis de se dire en fait avec quasiment rien on peut nous mettre en place un opéra qui vaudrait 2 ou 3 millions dans une structure normale, et que nous on fait pour moins de 100 000 euros. Et on le fait parce que on le fait avec des valeurs écologiques, donc on recycle complètement tous les décors, tous les matériaux de construction viennent d'un peu de partout, c'est chiné des greniers d'ailleurs. Maintenant il y a des maisons d'opéra qui participent, qui au lieu de brûler leurs décors, nous les envoient pour que nous on puisse les transformer et s'en servir. Et en fait, tout au long de l'année, là par exemple dans 15 jours je fais la présentation de maquette du prochain opéra qui sera à Bohème, et donc on réunit les bénévoles, les écoles, les villages autour. Génial. On fait une présentation de maquette comme dans les grandes maisons, où on montre
qu'est-ce qu'on va raconter? On fait écouter des extraits de l'opéra, on va dans les écoles pour le faire, on construit des projets avec les écoles primaires, et tout ça devient un grand projet participatif. Allez, tout de suite la question sérieuse. Mais quel est le modèle économique? Non, en fait, vous faites payer qui pour y arriver? Eh ben, pour l'instant, c'est totalement autofinancé par la billetterie. Donc c'est 15 € la place. C'est gratuit jusqu'à 18 ans. Parce que c'est plutôt bien, hein, 15 €, c'est très accessible. Bah, c'était le but. C'était vraiment, on s'était dit, nous, ce qu'on veut, c'est pas un public d'opéra qui se dirait, qu'est-ce que je fais cet été? Tiens, si je descendais dans le sud pour payer plus cher une place d'opéra dans le vent. Mais de se dire, au contraire, tout le monde peut venir. Et aujourd'hui, on a 3000 spectateurs. Ça fait de nous la plus grande maison d'opéra de l'ouest de la France en termes de spectateurs par spectacle. C'est génial. Alors qu'on n'a aucune subvention. Combien d'artistes sont payés grâce à ça? Aucun. Tout le monde est absolument bénévole. Voilà, même les artistes viennent bénévolement. Voilà. Le projet, c'est vraiment aujourd'hui, comme c'est entièrement autofinancé, les chanteurs qui chantent sur les grandes scènes lyriques, les comédiens, les musiciens, les gens viennent de toute l'Europe. On a des Italiens, des Allemands, des Anglais, plus des Français, et on mélange des jeunes du territoire avec des chefs de pupitre qui sont d'attaque de maison. Et en fait, aujourd'hui, pour que ça se fasse, tout le monde est bénévole. La prochaine étape, c'est effectivement d'avoir un petit peu de mécénat ou de subvention pour pouvoir commencer à rémunérer ou au moins dédommager les déplacements, parce que les gens traversent des fois l'Europe pour venir, quoi. Julien Ostini, est-ce que ça a changé le regard d'abord forcément dans la commune ou peut-être dans le département de certaines personnes, et est-ce que ça a changé le regard justement de ce monde de l'opéra? Alors notre réussite pour nous la plus grande, c'est que 90% de notre public, c'est des gens qui sont à moins de 15 km de chez nous. Donc qui sont des gens qui ne sont jamais allés écouter un concert de musique classique et qui maintenant, depuis 7 ans, viennent une fois par an découvrir un opéra. Et ça se fait en famille. On accepte les bébés, les nourrissons, les gens ils dansent, on leur apprend à chanter des extraits, donc c'est hyper festif. C'est de l'opéra comme on le faisait à l'époque de Verdi. C'est la fête et on découvre et on plonge. Donc ça, oui, les gens, les 3000 spectateurs maintenant, ils sont changés par rapport à cette vision de l'opéra. Après, les pouvoirs publics, c'est plus long. C'est une image très élitiste, l'opéra. Comment réagissent les gens dans les campagnes? Eh ben, nous, on va vers eux. C'est-à-dire que moi, j'organise des apéros opéra. Vous êtes les bienvenus. Un lien avec notre Lui, il va venir pour l'apéro. Moi, je vais venir pour l'opéra. Et puis moi, je raconte des histoires d'opéra en passant des extraits. Et puis tout le monde se rend compte que ça parle à tout le monde. C'est surtout qu'en fait, on le fait avec le cœur. Comme on a beaucoup de gens qui sont impliqués, beaucoup d'écoles, les gens viennent en début par curiosité parce que c'est un projet qui est porté par un voisin, un copain, un ami. Ça a permis de recréer des liens dans les villages parce que les gens passaient pas d'un village à l'autre. Donc en fait, les fêtes de village ont grandi grâce au projet de Linière autour. Et maintenant, on a vraiment tout un vivier de gens qui attendent la prochaine production à chaque fois. Alors justement, vous ne recevez pas de subvention, vous l'avez expliqué, c'est la billetterie qui vous permet de faire tout ça. Est-ce que vous auriez un moyen qu'on puisse vous aider? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Parce qu'on a juste un détail, c'est que 2/3 du budget du ministère de la Culture dans le secteur de l'opéra et de la danse est consacré aux 2 opéras, Garnier et Bastille. Ah oui. Et ils mangent 75% du budget de la France, les 2 opéras. Et voilà, il vous reste pas grand-chose. Non, nous, il nous reste rien. Donc effectivement, on a une association qui est en place. Si vous allez sur notre site internet linière.fr, vous allez pouvoir trouver des renseignements pour pouvoir faire des dons, pour soutenir le projet. Parce que c'est le nom du château, en fait. Le lieu s'appelle Linière. Ça, c'est une bonne raison. Et que voilà, on réhabilite le lieu aussi. J'ai plein de questions, je suis désolée, je suis relou, mais est-ce que ça veut dire que vous allez créer des émules? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues vous voir, justement des propriétaires de châteaux, des communes? Aujourd'hui, on a des projets qui sont en train de se mettre en place dans différentes villes. Dans la ville de Rennes, dans la ville du Mans aussi, où le projet c'est de faire participer des écoles, que ça devienne un parcours de compétences. Et puis on a d'autres lieux ruraux qui sont inspirés. Notre difficulté pour nous, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de solidifier financièrement le projet central pour pouvoir aller accompagner les autres projets. Mais oui, et vous avez besoin de quoi, si on nous entend, parce que nous on est écoutés? D'argent, ça c'est sûr. Oui, mais d'argent, peut-être d'entreprises qui vous aident? Oui, on cherche du mécénat d'entreprise, absolument. Et puis, on essaye de décrocher un peu de subventions, mais c'est un peu plus long. Mais oui, on a besoin de... Ça, c'est là, vous leur demandez, les deux, là, qui sont en face de vous, là, c'est les deux, là. Non, mais voilà, on a mis en place un fonds de dotation exprès pour pouvoir aller chercher du mécénat auprès des fondations, parce que notre projet, il est éducatif, il est social, parce qu'en fait, l'art, c'est un prétexte. On fait ça parce qu'en fait, le socle républicain, il ne fait que s'effriter, et il s'effrite parce qu'il n'y a plus de lien, et le lien, le ciment, c'est la culture, c'est le partage artistique. C'est le seul endroit où on peut encore communier tous ensemble, c'est dans une salle de spectacle ou face à une belle œuvre d'art. Et moi, je crois que c'est intimement ce qui fait que notre projet doit exister et qui doit pouvoir se décupler et que toutes les autres valent la peine. C'est ce qui fait le lien.
Bravo, et dans quelques années, nous, on espère, justement, c'est un peu ce que disait Cécile, qu'on inversera les choses. On ira vers ce qu'on appelle les fonds d'abondement. C'est-à-dire qu'une collectivité, au lieu de vous dire ce qu'il faut faire, elle dira, c'est quoi votre projet? Vous avez déjà trouvé 100 000 €, eh ben nous, on double. Voilà. Et pour l'instant, il y a quelques entreprises, mais je vous donne une piste. Le Crédit Agricole vient de créer ça, un dotation qui dit ça m'intéresse, ça double, c'est-à-dire Crédit Agricole double. Donc peut-être que vous devriez aller les voir. Vous voulez toujours pas chanter? Non. Permettez que je vous remercie sur un air d'opéra. Je vous en prie. L'association Linière mérite d'être connue. Merci Julien Ostini d'être venu. Vous me prenez en la troupe? Cécile en soprano, ça va être n'importe qui peut venir chanter dans le chœur. On a des petits parcours de formation où en 4 fois vous pouvez rentrer et chanter dans le chœur de l'opéra. Vous êtes les bienvenus pour vous cet été. Julien, non, c'est une mauvaise idée. Je vous dis tout de suite, c'est une mauvaise idée. Non, lui, c'est une mauvaise idée. Autant les autres, c'est une très bonne idée. Ah non, mais je mets de l'ambiance. Merci beaucoup, Julien Ostiné, d'avoir été avec nous. Vous. Cette belle association, ça s'appelle Linière. Voilà. L-I-N-I-E-R-S. Voilà. Et vous allez sur un site internet, vous êtes une entreprise, vous avez envie de donner un peu de sous, ou alors de les aider, d'être bénévole, et ben vous l'appelez, et on est ravis de vous avoir reçu. Merci. Dans un instant, à suivre, comment renouer, c'est un grand sujet, le lien police et citoyen dans un climat de défiance généralisée. Eh bien, des bénévoles de l'Agora des citoyens et de la police et de la justice proposent des solutions. Il est avec nous, il dodeline de la tête, mais on en parle dans un instant. Vous avez dodeliné. Ouais. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, c'est sur Sud Radio et c'est jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, bienvenue sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez partager, si vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs, 0826 300 300, on sera ravis de vous accueillir. Et on va parler d'un sujet important, comment faciliter et organiser des espaces de dialogue entre les jeunes, les associations, les citoyens, les policiers, les magistrats, les personnels de justice. À l'heure où les relations sont un petit peu tendues, vous avez vu, je fais attention à mon message, dans un climat un petit peu défiant. On va en parler avec Aurélie Gros et avec Christophe Correl qui est avec nous. Eh ben bonsoir Christophe Correl. Donc vous êtes président de l'association Agora des citoyens, de la police et de la justice. Et comme le disait Cécile, à l'heure où les relations sont un peu tendues avec les institutions, pas que la police, la justice, mais avec toutes les institutions, vous avez créé, il y a 4 ans, cette association d'une 40aine de bénévoles. C'est ça. Qui a pour vocation d'aller à la rencontre des citoyens et plus particulièrement des jeunes, qui est un public pas forcément facile à capter quand on est une institution, et de favoriser le rapprochement avec ces institutions, police et justice. Donc écouter les jeunes dans les attentes qui sont les leurs, déconstruire les préjugés liés à ces professions, y compris entre elles-mêmes. Voilà le but premier que s'est fixé l'association. Dialogue, écoute et échange sont les moteurs de cette action bénévole. Donc nous ce qu'on se pose comme question forcément, c'est comment vous est venue l'idée de créer cette association il y a 4 ans, et est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a été à l'origine de cette création, tout simplement? D'ailleurs, vous êtes policier à la base. Tout à fait. C'est important de le dire. Oui, alors à l'origine, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est même pas moi qui ai eu l'idée, en fait. C'est une ancienne vice-présidente de l'association qui a eu cette idée, qui était citoyenne et qui manifestait beaucoup, qui était très présente dans les manifestations, et qui à un moment donné s'est dit que finalement, le côté manifestant, c'est pas forcément toujours non plus très vert non plus, que les torts sont peut-être partagés, c'est pas toujours la faute des CRS, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît que ce qu'on veut toujours dire, c'est pas forcément binaire en tout cas. Et du coup, elle s'est mise à discuter avec des policiers, à échanger avec d'autres personnes aussi qui se posaient un petit peu les mêmes questions, et s'est créé un petit collectif autour de ça. Et après, c'est un petit peu la magie des réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi je suis rentré dans ce projet à ce moment-là. Ce collectif existait déjà donc avec 2-3 policiers, puis je cherchais d'autres policiers pour intervenir. Ils avaient notamment organisé un match de foot en région parisienne avec Lilian Thuram qui parrainait le projet, une visite de l'Assemblée nationale avec d'autres associations justement qui venaient de quartiers populaires, où l'idée c'était à la fois de discuter avec les jeunes mais aussi avec des élus, avec des députés. Donc on avait cette visite-là, et puis après on s'est dit qu'il fallait peut-être transformer un petit peu le truc, et d'un collectif finalement on est parti dans une association, et c'est comme ça que s'est montée cette association, en se disant, au début c'était que la police, et finalement on s'est dit, en fait la justice ça va ensemble, c'est un maillon de la chaîne pénale, et on a des difficultés aussi avec la justice, les problèmes sont peut-être différents par rapport à la police, mais en tout cas on a aussi des difficultés. On voit souvent d'ailleurs que la problématique de la jeunesse et le rapport à la police et la justice de la jeunesse est souvent repris dans les médias, et aujourd'hui votre action
l'association, vous sentez qu'il y a un bénéfice, que le regard change, en tout cas dans les zones où vous agissez et dans les manifestations que vous organisez? Alors c'est compliqué parce que c'est des tout petits pas qu'on fait. On est une petite association, on est, vous l'avez dit, bénévole, donc on fait ça en plus, comme beaucoup d'associations, hein, c'est bénévole, en plus de notre travail. Et mine de rien, c'est compliqué de convaincre déjà les policiers de nous rejoindre parce que vous le voyez au quotidien en fait. Vous faites votre boulot toute la journée, vous rentrez chez vous, vous aimez la télé, on va parler de la police. Vous allez sur les réseaux sociaux un petit peu, on va parler de la police. Donc les gens ont un petit peu marre aussi de parler de leur métier. Donc peut-être qu'à un moment donné, le week-end ou le soir, ils n'ont pas forcément envie de parler de ça. Mais nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin, justement, de créer ce qui ne se fait pas. Finalement, moi je dis toujours, l'association, ce qu'on fait nous, finalement, c'est un manquement de l'État quelque part. Si on le fait nous, c'est parce que l'État n'est pas là, parce que l'institution police n'est pas là à ce rendez-vous du dialogue, là où il y a des problèmes. Est-ce que juste pour une chose, d'abord, forcément, il y a une méconnaissance du travail de la police, j'imagine, et la même chose pour la justice. Vous étiez contre la police du quotidien il y a quelques années, et aujourd'hui, vous êtes un peu revenu sur votre idée de dire que finalement, cette police de terrain, du quotidien, des Français, forcément, faudrait qu'elle revienne vite, parce que là, l'écart se creuse. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Moi, je suis rentré dans la police en 1997, c'est à l'époque où s'est créée la police de proximité, la Polprox. Nous en parlions à l'instant, parce que moi-même j'avais écrit le rapport qui a créé Jean-Pierre Chevènement, avec Jean-Pierre Avrin, voilà. Exactement. Et moi je suis rentré effectivement à cette époque-là dans la police, et j'étais effectivement contre cette police de proximité parce que ça bouffait beaucoup d'effectifs, parce qu'on n'arrivait déjà pas à travailler sur la délinquance en soi. Et finalement, cette police de proximité s'est très vite arrêtée. Nicolas Sarkozy, pour pas le citer, la droite qui nous a expliqué que c'était pas le rôle de la police que d'aller faire du sport avec les jeunes. Et donc, on a eu une politique qui s'est essaimée sur tout le territoire, de dire il faut plus de répression, notamment. C'était vraiment la politique. Tous les ministères de l'Intérieur ont créé leurs services successifs avec des nouvelles appellations, etc. Mais pour faire vraiment que de la répression, notamment dans ces quartiers populaires. Et moi, pourquoi est-ce que je dis on s'est trompé? Je regarde juste derrière moi en fait. Je regarde maintenant, ça fait 25 ans que je suis entré dans la police. Est-ce que les choses se sont améliorées finalement? On a fait plus de répression, est-ce que ça va mieux finalement? Donc non, pas certain. Non, clairement ça va pas mieux. Donc quelque part, on peut se dire que c'est pas forcément la bonne voie. Donc essayons de voir autre chose. La police de proximité, juste, on l'a fait 2, 3, 4 ans peut-être. Elle est même pas allée au bout en fait. Donc on a à peine essayé et que finalement on a déjà tout arrêté. Et justement, par rapport au pouvoir public, vous avez organisé il y a quelques semaines à la mairie de Paris un colloque policiers, citoyens, justice. Est-ce que vous avez eu l'impression que les pouvoirs publics vous avez entendu? Est-ce que vous avez l'impression de faire changer le regard, que vos actions touchent les décideurs? Malheureusement non, mais on le voit parce que, je vous le disais tout à l'heure, si nous on est là, c'est parce que les commissariats, le ministère ne fait pas le truc en fait. Et je ne sais pas s'il estime que c'est important ou pas important, je ne sais pas, mais moi je vois, on travaille avec une association sur le 18e arrondissement de Paris. Juste vous explique la situation. Il y a quelques années, cette association a créé un projet jeunes policiers. Et ils sont allés voir le commissariat local, le chef de service, ils ont fait pas mal d'échanges. À chaque fois qu'il y avait des nouveaux policiers qui arrivaient sur l'arrondissement, on présentait l'association. Donc il y avait un vrai échange, ils faisaient des repas au niveau de l'association. Oui, il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique, des vrais échanges. 2 ans plus tard, le chef de service a changé. C'était pas du tout son truc. Et puis il se passe plus rien, plus aucun contact. Et puis c'est pas dans la culture. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que ce n'est pas institutionnel en fait. C'est au bon vouloir des chefs de service. Est-ce qu'il y en a qui ont cette culture de se dire effectivement il faut aller vers les citoyens, ou alors ils sont juste... D'un autre côté, ce que vous reprochez, c'est que l'institution refuse de s'approcher, de comprendre, et l'association, c'est-à-dire le rôle de l'association. Il n'y a peut-être pas assez, en fin de compte, en France, on ne légitime pas le travail des associations. Ce que nous on fait ce soir dans les vraies voix grâce à Cécile. Et c'est une très bonne initiative. Je tenais à le souligner quand même parce que c'est quand même assez rare, qu'il faut vraiment le dire. 1 heure d'antenne quand même pour des associations, c'est quand même c'est énorme. Je crois que ça n'existait pas avant. Il y avait un café qui s'appelait le Café Police. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Ce sont des initiatives locales. Ce sont des initiatives locales qui changeaient justement le regard. Ça permettait la discussion, de s'engueuler ou pas, et de comprendre, parce que finalement c'est le dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas ce que font les magistrats, on fait pas, les autres ne savent pas ce qu'on fait, et ce dialogue, de pouvoir se disputer ou s'engueuler, mais finalement se parler, c'est juste ça la base. C'est juste apprendre à dialoguer dans une situation autre qu'une situation de police. On a affaire à la police quand on a des problèmes, parce qu'on est victime, parce qu'on est auteur,
parce qu'on est contrôlé dans la rue. Et finalement, là, l'objectif, et ce que nous on fait, et c'est qu'a fait police, c'est la même chose en fait, c'est qu'on va se voir dans un cadre qui n'est pas celui d'un cadre institutionnel où vous avez le policier d'un côté en uniforme qui va avoir un certain discours institutionnel, et puis de l'autre côté, le citoyen qui va prendre la leçon. Nous, on part du principe totalement opposé, c'est qu'entre guillemets, on arrive dans la salle, on est tous citoyens, on dépose l'uniforme à l'entrée, et puis on échange. Mais la première chose aussi dans l'échange, c'est d'écouter les autres. Moi, je ne viens pas délivrer un discours institutionnel en disant aux jeunes, voilà comment c'est le droit, voilà comment il faut faire, voilà comment ce que vous ne devez pas faire. Non, c'est vous déjà, qu'est-ce que vous pensez de la police, quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez comme problème ? Justement, ce soir, vous avez un appel à la mobilisation à passer, vous avez un appel aux institutions à passer en quelques secondes. Comme ça, sur du court terme, non, pas aux institutions, mais plutôt aux policiers. Nous, ce qu'on cherche, je dis toujours, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas forcément d'argent. Pour l'instant, c'est de policiers, de bras, de cerveau, de gens qui viennent discuter. Donc, s'il y a des policiers, effectivement, qui sont intéressés par cette problématique-là. Et ils font comment, alors ? Ils vont sur le site, c'est l'Agora des citoyens de la police et de la justice, acpj.fr, et ils nous envoient un petit mot et on les recontacte très rapidement. acpj.fr. Voilà, non, mais c'est important de le dire. Exactement. Et acpj.fr. Absolument. Oui. Et moi, je voulais dire juste une chose, c'est que moi, je suis réserviste police, vous le savez, et moi, je suis très fière parce que je sais combien c'est important, et ça permet à tous les citoyens qui veulent s'engager en tant que réserviste, justement, de recréer ce lien entre le citoyen, la police et les institutions. Maintenant, il y a même une réserve opérationnelle où vous pouvez aller vraiment dans les services en plus, participer à certaines missions, donc c'est important aussi. Ça en fait je vais vous faire une remarque, entre vous et Christophe, je préférerais 1000 fois être arrêté par Christophe. Oui, je comprends. Et beaucoup plus sympa que vous. Je comprends parce que... Mais encore, vous n'avez rien vu, Philippe. C'est moi, je ne l'aurais pas ramené. Mais bon. Méfiez-vous des apparences quand même. En tout cas, merci beaucoup Christophe Corel d'avoir été avec nous et féliciter bien sûr tous les bénévoles qui s'engagent aujourd'hui justement pour se recréer ce lien entre les citoyens et la police et la justice aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc ça s'appelle la CPJ. Voilà, vous allez sur le site internet et vous aurez toutes les réponses. Et faites tourner autour de vous. On revient dans un instant. La suite des vraies voix citoyennes avec Stéphane Pellet, avec Aurélie Gros et bien entendu avec une nouvelle association. À tout de suite. Vraies voix qui font bouger la France. Absolument, les vraies voix citoyennes. Et là, c'est un métier souvent décrié, agriculteurs, pollueurs. Les vignerons rivalisent d'imagination pour faire découvrir leur savoir-faire, je salive déjà Cécile, au plus grand nombre à travers des événements et des initiatives diverses. Pour en parler avec nous, Christian Conil, référent La France Vraiment dans le Gard et expert en énotourisme. Aurélie Gros. Bonsoir Christian Conil. Alors, mettre en scène les vignerons, les terroirs et leurs métiers, voici l'ambition de ces agriculteurs qui organisent de nombreuses activités, événements, via notamment des caves coopératives. Donc les 17 et 20 novembre prochains, il y a 2 événements. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, oui. Alors le 17 et 20 novembre, vous savez, ça ne vous a pas échappé, c'est la mise en marché des vins d'AOC, appellation d'origine contrôlée, et notamment la mise en marché des Côtes-du-Rhône. Et à cette occasion, évidemment, c'est prétexte à goûter le vin nouveau. Alors on l'appelait le primeur à l'époque, vous savez, c'était le petit primeur, le petit Beaujolais qui est arrivé, ça faisait la fête, etc. Aujourd'hui, écoutez, le primeur arrive toujours sur les tables des consommateurs, mais il est accompagné par tout un côté gastronomique, et c'est le prétexte pour certains de mettre en avant une gastronomie automnale. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à Avignon, on a effectivement la manifestation 1000 événements, où dès le jeudi soir, le 17 novembre, eh bien, les vignerons sont dans les rues d'Avignon et vous pouvez aller à leur rencontre. Et ça, c'est une occasion, non pas de déguster leur vin, certes, puisque c'est le vin nouveau, le premier jus de l'année, le nouvel an vigneron en quelque sorte. C'est la première vendange, voilà, c'est ce qui va sortir. Et en même temps, les millésimes, c'est-à-dire que vous allez goûter tout ce qui se fait en cave, enfin, certaines parties, parce qu'il n'y a pas avec tout, mais c'est surtout la manière d'aller les rencontrer, de discuter avec eux. Oui, parce qu'en fin de compte, leur métier, ce qu'ils font, comment ils font le vin. Christian, voilà. En fin de compte, dans le Gard, donc un département que vous connaissez très bien, il y a 16 caves coopératives et domaines, et ils rivalisent en fin de compte d'imagination pour sensibiliser ces citoyens, parce que c'est le but à leur activité. Alors, quelle est leur spécificité, quelle est leur attente ? Alors là, à chaque fois, alors donc dans le cas de la balade du primeur, les 16 caves sont là pour justement proposer à la fois des animations, des rencontres, des visites de caves, des visites de terroirs, des visites de vignes. Dans les visites de caves, c'est l'occasion d'expliquer comment on travaille. Et effectivement, entre une cave coopérative qui, elle, fait
plusieurs milliers d'hectolitres, et un domaine familial où lui, il va tourner sur 600, 800, 900 hectolitres, eh ben, la problématique n'est pas la même. La mise en marché n'est pas la même. Le choix de ses clients n'est pas le même. Il y a toutes ces spécificités des métiers qui sont expliquées aux gens et et leurs problèmes aussi, puisque au niveau des vignerons, j'imagine que le réchauffement climatique est une vraie problématique pour les vignerons. Et alors surtout quand c'est des petites productions et des petites productions familiales. Même pour tout l'ensemble du vignoble, je veux dire, le réchauffement climatique, pour eux, c'est pas pour l'agriculture en général, plus particulièrement pour les vignerons, parce que le vin, c'est le travail d'une année. Hein. Le gel, ça supprime une récolte, la grêle, ça vous supprime une récolte, la sécheresse, ça vous réduit le nombre d'hectolitres. Donc, et ça, c'est récurrent. Donc, le réchauffement climatique, pour eux, c'est pas une nouveauté. Ils le savent et ils commencent à s'y habituer. Alors, notamment parce que nous, dans le Gard ou dans le Vaucluse ou tout ça, on a des cépages quand même emblématiques qui sont assez résistants. Néanmoins, il y a des recherches sur des nouveaux cépages, moins gourmands en eau, plus résistants aux maladies, justement pour travailler sur des méthodes culturelles. Alors, non, évidemment, plus respectueuses des sols. Ça fait des bonnes cuvées, visiblement, quand même. Ah, ça fait des belles choses, hein. Les Caladoc, tout ça, ça fait des belles choses, hein. Faut pas croire. Mais après, c'est la maîtrise, c'est surtout l'encépagement. Les Côtes du Rhône sont des vins d'assemblage, donc c'est pas que des monocépages. Donc il y a tout l'assemblage. On va pas faire un cours d'œnologie, là. Je veux dire, surtout, c'est le fait vaut mieux déguster que faire un cours, hein, c'est clair. Et effectivement. Christian, mais quand on travaille bien et qu'on travaille sur des faibles rendements, on a des productions qui tiennent la route. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais vin, c'est pas vrai. Mais l'important, c'est que les gens poussent les caves des domaines et caveaux et qu'ils aillent à la rencontre de ces gens. Et à boire avec modération, bien entendu. Leur boulot. Ça, c'est pour l'ARCOM. Le no-tourisme, expliquez-nous un peu comment c'est né. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Parce que le vin, c'est notre culture, c'est nos traditions, c'est notre histoire. Et le tourisme, on est la première destination touristique du monde. Comment c'est né et comment ça se développe et quels sont les changements dans les no-tourismes ? Alors, le no-tourisme, c'est né, c'est quand vous allez faire une visite de cas, que vous arrêtez, que vous poussez la porte d'un vigneron et que vous discutez avec lui. C'est la première base de no-tourisme. Après, évidemment... Ça s'est fait du côté Philippe David. Depuis longtemps. Mais ça, on en a fait beaucoup. Hein. Mais, et après, ce sont des vignerons qui sont mis à restaurer leur maison, accueillir des chambres d'hôtes, ouvrir leur table, etc., etc. Et puis, il y a eu toute la vague des balades dans le vignoble, donc la randonnée, avec certains qui sont allés plus loin en mettant en place des parcours, notamment en expliquant ce qu'était quel cépage, pourquoi il était rouge, blanc, comment il était utilisé, comment il était cultivé, etc. Et puis, certains ont ouvert, alors maintenant, c'est les balades en VTT, en trottinette, etc., etc. Tout ça revêt le no-tourisme. Mais il a évidemment plusieurs facettes. Sortir d'une dégustation en trottinette, je pense que ça peut être dangereux. Rappelons quand même que la dégustation ne s'avale pas, elle se recrache. Ça dépend pour qui. D'accord. Alors, très bien. On sait à côté de ça que les vignerons sont des personnes très solidaires et j'aimerais que vous parliez de cette initiative qu'ils ont du loto contre le cancer qu'ils organisent. Oui, alors Rochefort, il y a une institution, c'est une association qui a 25 ans maintenant et qui a qui a organisé le premier loto contre le cancer et qui verse l'ensemble de la recette à la Ligue contre le cancer. Donc tous les événements, c'est que des bénévoles, tous les lots sont offerts et on achète le carton pour aller jouer. On ne va pas jouer au loto, on va abonder les fonds de la Ligue. Et les vignerons, eux, amènent des bouteilles systématiquement. Donc c'est plus de 1000 bouteilles qui sont à gagner sous forme de tombola, de lot, de tirage au sort. En fait, c'est un peu la foire et c'est une manière aussi de dire qu'ils sont solidaires et qu'ils amènent tant dans les crus de Tavel, l'Irak, Côte-du-Rhône, Signac, etc., leur production. En même temps, c'est des cartes de visite qu'ils distribuent. Bien sûr, c'est des cartes de visite. Dire, on a goûté ce vin, il est bon. Si on retournait dans les domaines. Et ça change l'image. Ah oui, Christian Conil, vous êtes un passionné. On sent que vous aimez le vin, que vous aimez votre terroir, vous aimez votre vignoble, vous aimez votre terre. Est-ce que vous avez donné des vocations à certains de vos visiteurs pour devenir œnologues, vignerons, etc., les métiers du vin ? Alors, je ne sais pas si j'ai sollicité des vocations, mais ce que je sais, c'est que quand on les fait visiter des beaux domaines et qu'on leur fait faire de belles dégustations, généralement, ils changent d'avis sur le vin et ils ont
une approche bien différente en disant que le vin, c'est vraiment un produit de terroir noble et c'est un produit à partager. Voilà. Et ça, c'est surtout le côté vin de copain. Et ça leur donne l'envie, et ça, j'en suis assez content, d'aller pousser les caves des domaines et de faire pas s'arrêter au supermarché, acheter un vin sur une étiquette parce qu'ils sont à la bourre. Ils se disent non, je suis dans telle région, on va regarder un peu ce qui se fait et on va aller goûter. Voilà. Christian Conil, alors il y a deux phénomènes, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de femmes vigneronnes à la tête de terre, et puis d'autres choses, c'est qu'il y a pas mal de gens qui quittent les villes aujourd'hui et qui achètent un bout de terrain, quelques vignes, et qui décident finalement de faire ressortir ou de sauver des vignes qui sont ou en décrépitude ou financièrement qui n'arrivent plus à aller jusqu'au bout. Ça, c'est une nouveauté. Alors oui, alors le côté femmes vigneronnes, il y a des associations qui existent et qui revendiquent une manière de faire le vin, une certaine féminité dans le vin. Enfin, il y a tout un c'est drôle. Et il y a de très très belles choses. Les sœurs Saladin, par exemple, si vous avez l'occasion de goûter les sœurs Saladin en Ardèche, c'est délicieux, c'est magnifique. Elles travaillent vraiment avec un amour et en même temps, tous ces gens-là, alors ce sont des transmissions de patrimoine, et ça c'est important, le fait d'hériter d'une terre, de la transmettre aux autres générations. Il y a vraiment une envie de la préserver, de la choyer et de la transmettre saine et de faire des belles choses. Et puis il y a aussi tous ceux qui justement ont, je pense, un jour goûté du vin et se sont dit tiens, c'est ma vocation. Belle chose. Si je faisais ce beau métier, ou si du moins j'achetais une terre et qu'une vigne, et que je me mette à écouter ce qu'elle a à me raconter. Cécile, j'ai eu la chance d'aller au G500 citoyen à Marseille avec Aurélie et Stéphane, et je me dis que le prochain G500, pour des raisons climatiques, le Gard c'est un peu plus près que les Bouches-du-Rhône. On pourrait aller les faire sur le domaine de Christian Conil. En plus, on ferait de la culture énologique, etc. Vous croyez pas ? Écoutez, dissertation sur le vin. J'ai envie de vous dire que Christian, de toute façon, dès que c'est de la bouffe et dès que c'est du vin, Philippe David veut faire des déplacements d'antenne. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise parce que sinon on va finir obèse et ivre mort. Non, mais ce qui est vrai dans ce qu'il disait, c'est que au-delà de ça, la vocation, on parle de la crise de l'orientation chez les jeunes. Il y a beaucoup de métiers inconnus qui sont dans la production de vin, des mélangeurs, des choses assez exceptionnelles. Il y a énormément de métiers, des palais, et que le fait d'aller vers le citoyen et d'expliquer ça, je pense que c'est ce que veulent faire ces vignerons. Ça permet aussi peut-être à des jeunes de voir les choses différemment et de vouloir s'investir à un moment donné dans leur territoire et de rester sur place pour faire des belles choses, parce que le vin, c'est notre patrimoine. Et vous avez dit deux belles choses, vous avez parlé d'héritage et de transmission, et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui de ces deux jolis mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, absolument. Du 17 au 20 novembre prochain, deux événements organisés, donc la balade des primeurs Rive Droite et 1020, et c'est à Avignon, c'est ça ? Avignon, 1020, et la balade des primeurs Rive Droite dans les villages du Gard, de la Côte-du-Rhône gardoise. Donc magnifique. Avec, si vous passez dans le coin, arrêtez-vous chez Michel Hermé au Wine Bar Cheval Blanc à Nîmes, en face des arènes, et là vous allez avoir... Il y a Philippe David qui prend des notes. Et de il fait son planning. Donc vous vous souviendrez. En tout cas, il s'arrêtera à tous les bars. G500, je crois que c'est une bonne adresse. Voilà. Merci en tout cas. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, Julie Chavrin sera avec nous, qui nous rendra compte justement de ces livres, la lecture. C'est vrai qu'on lit de moins en moins. Et ben, elle a trouvé une méthode plutôt très maligne de faire lire les plus réticents. On en reparle dans un instant. Et bienvenue dans Les Vraies Voix Citoyennes. C'est jusqu'à 20h. À tout de suite. Au retour des Vraies Voix Citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet sur Sud Radio. Sur Sud Radio, absolument. Bien évidemment. Et même si 2021 avait été déclaré, la lecture avait été déclarée grande cause nationale. Attends, on recommence. Oui, parce qu'il y avait un copier-coller qui a raté. 2021 avait été déclaré grande cause nationale. La pandémie, parmi d'autres événements, n'a pas permis d'aller au fond des choses. C'est du moins l'avis de Julie Chavrin, jeune graphiste qui, constatant que les jeunes se détournaient de plus en plus des livres, quel que soit le milieu dont ils étaient issus, a décidé de se lancer dans un projet original, redécouvrir les classiques de la littérature avec le langage des jeunes. Ça c'est malin, très malin. Bonsoir Julie.
Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Donc oui, vous avez bien résumé. Donc en fait, pour mon projet de diplôme, j'ai mis en place donc la maison d'édition Entrée Livre, donc en référence à Entrée Libre, qui est donc une maison d'édition scolaire. Alors je vais en dire quelques mots. Allez-y Stéphane. Julie Charvin, bonsoir. Déjà, vous avez un joli nom, un joli prénom, mais Charvin, il y a 20, donc bravo pour notre émission de ce soir. Vous avez mis en place, dans le cadre de votre projet de diplôme, c'est ça qui est extraordinaire, votre Master 2, vous avez inventé donc une maison d'édition fictive, Entrée Livre, en référence à l'émission Entrée Libre, une maison d'édition scolaire engagée pour l'inclusion. Et votre concept, donc, c'est que vous rééditez des grands classiques, mais vous les mettez à la mode, disons, des jeunes d'aujourd'hui, ce que vous appelez la génération Z, ça vous allez nous raconter. Mais donc, dans le cadre de votre diplôme, vous avez mis ça en place, tellement les gens ont été intéressés par votre projet que je crois que ça frémit autour, et vous allez nous en parler aussi dans un deuxième temps. Il y a un éditeur qui est prêt à travailler avec vous. Mais d'abord, avant tout, d'où est venue cette idée, ce projet de diplôme? Alors, moi, je voulais travailler autour de est-ce que le livre pourrait peut-être disparaître un jour? Parce qu'autour de moi, je voyais des jeunes qui ne lisaient plus, qui ne rentraient pas dans des librairies. Et donc, je me suis intéressée à cette cause-là et je me suis rendu compte qu'en 2021, en effet, la grande cause nationale, c'était la lecture. Et donc, je me suis intéressée aux actions qu'ont mis en place le gouvernement. Il y a eu, par exemple, le quart d'heure de lecture, le plan bibliothèque d'école. Sauf que ces actions, pour moi, elles tournaient autour du problème. Et elles n'allaient pas à la source du problème qui était le livre qui, pour les jeunes d'aujourd'hui, notamment les collégiens, est un produit encore très élitiste et il ne fait pas forcément partie du quotidien de tout le monde. Donc moi, j'avais envie de parler à ces collégiens et de leur dire, en tant que graphiste, je peux vous aider et vous apporter des solutions et casser en fait les codes très classiques du livre, du pavé, et le déstructurer et presque imprimer en fait des couches de numérique en utilisant des emojis qui viennent accompagner des mots, des personnages de télé-réalité qui viennent résumer certains passages. Toutes les légendes, je les ai écrites en fait en langage courant pour que toutes les définitions soient simples. Plus facile. Donc voilà, exactement. Appréhender, vraiment les aider et faire de la lecture quelque chose de ludique et surtout quelque chose qui leur ressemble. Et que voilà. Et comment vous est venue forcément cette idée, parce que c'est un travail de très longue haleine, c'est-à-dire que démystifier la lecture, apporter des mots simples, ça veut dire que vous vous êtes fait aider. Alors en fait, j'ai rencontré une professeure de français d'abord, qui ensuite m'a fait rencontrer une classe de 3e, sa classe. Et en fait, j'ai pu, grâce à eux, vraiment réajuster ma mise en page. Et même, c'est eux qui m'ont donné les idées de la télé-réalité. Ce que je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites le soir quand vous rentrez chez vous? Ils m'ont dit, moi, je regarde de la télé-réalité. Donc, comment est-ce que je pouvais injecter ça dans le livre, mais de façon à ce que ça les aide, vraiment? Alors justement, on passe aux travaux pratiques. Votre premier projet... Non mais allô quoi. C'était La ferme des animaux, ce fameux George Orwell très connu. Comment vous avez fait pour que justement vous cassiez ces fameux codes? Donc là, c'est ce livre qui ressemble en fait à un livre de poche, mais à l'intérieur, on découvre... en fait, quelque chose vraiment de différent, avec par exemple les dialogues qui sont dans des bulles SMS, les mots, ce sont des emojis. Il y a plein de mots aussi qui sont un petit peu déformés et qui correspondent aux sentiments des personnages. On a aussi beaucoup d'illustrations, de photos, on a... le discours qui est présenté différemment, etc. Vraiment pour aider le jeune à la lecture et qu'il ait juste envie d'ouvrir le livre. Parce que si déjà il l'ouvre, c'est déjà un... Voilà, ça veut dire que quand on regarde votre livre et qu'on n'a pas l'habitude de lire, c'est vrai qu'il y a moins d'ennuis visuels. Exactement. Les bulles SMS, c'est génial pour les dialogues. Mais comment renouer, une fois que vous avez écrit ce livre, parce que le but, j'imagine, c'est de les réintroduire dans une lecture classique. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà préparé en vous disant, une fois que vous avez lu ça, comment revenir justement à des livres plus normaux, si je puis dire? Je pense qu'une fois qu'on a le goût de la lecture, ça se fait naturellement. Mais le but, c'est vraiment de créer un outil et de le proposer aux professeurs qui aujourd'hui ne savent plus quoi faire face à des élèves qui n'ont jamais lu un seul livre, parce qu'il y en a beaucoup, et qui ne sont jamais rentrés dans une librairie, qui ne vont pas à la bibliothèque. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a plus que ce que l'on croit. Sur combien de livres aujourd'hui vous avez travaillé? J'ai travaillé sur un livre. Il y a un livre qui est prêt, et après j'ai des maquettes de livres, évidemment des idées. L'idée, c'est de faire une collection.
D'accord. Une collection justement qui va vous permettre de toucher une cible de la 4e jusqu'à la fin du lycée. Ouais. Et c'est là où le début du miracle apparaît. On va voir tout à l'heure que le miracle va se poursuivre. Un éditeur vous a fait un signe, disons, positif. Oui, exactement. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous donc avec cet éditeur-là. Je sais pas si... Allez-y, donne-nous. C'est Nathan. Je suis en discussion avec eux. Et donc, le but, c'est de partir très certainement sur une phase de test, pour être sûr que ces livres fonctionnent. Travailler aussi avec des neurologues, parce que c'est une maison d'édition qui est aussi scolaire et qui travaille beaucoup donc, avec les scolaires. Donc c'est important que le livre fonctionne et soit testé sur des élèves. Et combien de temps on met à lire ce livre? Parce que c'est aussi le problème avec la jeunesse, c'est de se dire oh là là, il y a un nombre de pages, c'est compliqué. Là, on voit que c'est un livre qui n'est pas très épais. Est-ce que vous travaillez aussi sur le fait qu'il soit visuellement, parce qu'il faut, c'est très cognitif, qu'il soit visuellement moins épais? Exactement. J'ai vraiment travaillé là-dessus parce que comme j'ai rajouté beaucoup de choses, il a fallu un petit peu que je triche entre guillemets. Donc j'ai supprimé par exemple les marges, j'ai utilisé du papier très fin, écologique, etc. pour que le livre ait l'air toujours aussi petit que celui qui est distribué actuellement au collège. C'est vrai que La ferme des animaux, là, il est vraiment pas épais, c'est impressionnant. Et j'ai fait exprès de choisir un livre pas épais parce que dans tous les cas, si on veut donner l'envie à des jeunes de lire, c'est pas en leur donnant un énorme pavé qu'on y arrivera. Donc je suis partie vraiment sur des choix de titres qui soient courts et aussi qui soient visuels. C'est-à-dire que les personnages dans La ferme des animaux, ils ont une vraie personnalité, ils ont une histoire et ils ont un visage en fait. Ce sont des animaux. Donc moi, ça me permettait de parler de choses que eux aussi connaissent. Vous avez des contacts au ministère de l'Éducation nationale parce que pour redonner le goût de la lecture aux jeunes dès l'école primaire, ça peut être pas mal, non? Je prolonge la question de Philippe David. Qui était une bonne question. Qui était une excellente question. Allez-y, les réactions de quelques enseignants, des réactions d'élèves, j'imagine que vous avez commencé à en avoir. Oui, alors les enseignants, en fait, il y a les deux. Il y en a qui sont super contents, qui vont dire enfin un objet qui peut fonctionner, et d'autres, j'en ai pas encore rencontré, mais je pense qu'ils vont être réticents parce que du langage courant, Nabila en plein milieu dans le livre, je pense que pas tous les professeurs de français sont prêts à ça. Et donc ouais, il faut attendre que ça fonctionne. Et Julie, vous aimez les surprises ou pas? Oui. Parce que on a une surprise. Parce que moi, mon petit doigt me dit, ma boule de cristal, je sais pas, grâce à votre passage dans Les Vraies Voix, le directeur général de l'enseignement scolaire s'intéresse beaucoup à votre travail. Je suis très contente, merci. Vous allez recevoir un appel du ministère dont parlait Philippe. Un appel par un SMS. Oui. C'est vrai que je les ai contactés. C'est fabuleux. Enfin, j'ai contacté le ministre de l'Éducation nationale par courrier pour l'inviter à venir me rencontrer pendant les portes ouvertes du diplôme. Bon, il n'est pas venu, mais... Mieux vaut s'adresser au pape qu'à ses saints. Oui, voilà, c'est ça. Le pape, le ministre de l'Éducation. Vraiment elle était excellente. Dans un lieu de décision à Sud Radio. Parce qu'on parle vrai. Comment vous voyez l'avenir, Julie? Est-ce que ça veut dire que si tout ça avance et on vous le souhaite et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que vous pourriez travailler en amont avec des auteurs, de dire on sort le livre normal et peut-être un livre plutôt comme ça, de dire que on s'intéresse à deux générations différentes et hop, on fait le cumul. Oui, exactement. J'aimerais beaucoup que ça arrive. Alors, c'est qui votre auteur préféré aujourd'hui? Moi, j'aime beaucoup vivant, parce que là, ça va être vivant. J'ai beaucoup aimé David Fonkinos, qui a fait Charlotte. C'est un livre qui m'a assez marqué quand j'étais plus jeune. Et ben voilà, on va lui lancer un appel. On ne sait jamais, voilà. Il faudra qu'il regarde ce livre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci toutes ces belles initiatives, Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Si vous êtes à la tête d'une association, si vous avez envie d'en parler, si vous travaillez dans une association, vous êtes bénévole, si une association vous a aidé, vous savez que vous pouvez nous l'envoyer, bien entendu, sur Sud Radio. On sera très content de les recevoir. Nous, cet engagement quotidien, Aurélie et Stéphane, grâce à vous, parce que c'est aussi l'initiative que vous portez au quotidien. Et ça plaît beaucoup aux associations. Merci à Sud Radio. Et ça plaît beaucoup à ceux pour qui les associations travaillent. Parce que ça bien aussi, sûr, pour les citoyens. Parce que plus vous êtes là, plus on est solidaire, et forcément, plus il y aura de monde de gens qui seront aidés et soutenus au quotidien. Merci Philippe. Merci Cécile, on se retrouve demain à 17h. Ah zut. Bonsoir. Règlement
règlement de compte à OK Sud Radio, le nouveau western qui sera bientôt édité par Julie Charvin sous forme de livre avec Cécile et son Colt, votre serviteur avec son fusil à canoncier comme Steve McQueen dans Au nom de la loi. Ça va être sympathique, on plaisante, bien évidemment. Bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Jusqu'à demain, merci Stéphane Pellet, merci à Aurélie Gros. Merci à tous les deux. Le G500, l'importance de ce G500, justement des citoyens qui s'engagent au quotidien. On vous retrouve lundi prochain avec de nouvelles associations. Vous aimez le tennis et la chanson? Oui. Absolument. Parce que l'invité d'Yvan Cujous ce soir dans le Loft Music, c'est Yannick Noah. Ça va rappeler Roland Garros 83, des souvenirs inoubliables. Ah, moi j'avais hurlé quand il avait gagné. C'était absolument... C'est le dernier Français qui a gagné un grand chelem, ça fait près de 40 ans. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. À demain pour les vrais voix.